merci de nous accorder cet entretien pour Enquête et Débat. Alors, ma première question sera d'actualité, puisque un film va sortir très bientôt qui s'appelle Vénus Noire, de Abdelatif Kechiche, qui est son nouveau film. Alors, j'aimerais que vous réagissiez sur une interview que j'ai lue dans Métro, qui date d'aujourd'hui, où il dit « Depuis 3 ou 4 ans, la parole raciste s'est libérée en France ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Déjà, pour commencer. Oui, je suis totalement d'accord avec cette analyse de Kechiche, ou même plutôt d'ailleurs ce constat, dans la mesure où on voit que depuis quelques années, il y a la volonté à nouveau de rendre audible dans l'espace public une parole de stigmatisation, et cette volonté est portée par ailleurs au plus haut niveau de l'État. Et nous, on l'analyse aussi en termes de moment de rupture, si je puis dire, avec l'instauration du ministère de l'Immigration et de l'identité nationale, qui en soi est un ministère qui dit quoi? L'identité nationale est en danger, il faut un ministère pour la protéger, et le danger est tout pointé, c'est l'immigration. Et de ce point de vue-là, le débat sur l'identité nationale, le discours sur les Roms, le discours de Grenoble, le projet de loi Besson et ses projets de déchéance de la nationalité visent en fait à dire profondément, non pas qu'il y aura un problème de sécurité en France, mais qu'il y a dans ce pays des gens qui nous emmerdent, et ces gens, qu'ils soient ou non possesseurs de papiers d'identité français, de toute façon n'appartiennent pas à la société française. Et donc il y a une sorte d'ethnicisation du lien social que l'on voit se mettre en place depuis quelques années, et qui encore une fois, malheureusement, est portée au plus haut niveau politique aujourd'hui, et se retrouve dans toute une série de médias. J'en veux pour preuve la façon dont Éric Zemmour est pris comme, j'allais dire, étendard d'une libération d'une parole de plus en plus décomplexée sur les questions de racisme, avec un accord tacite de très nombreux dirigeants de chaînes, de très nombreux journalistes et de très nombreux invités qui n'hésitent pas à aller dans de telles émissions. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi Éric Zemmour est sur France 2, sur France O, sur iTélé, sur RTL et au Figaro. Alors on va y venir justement par la suite, mais juste pour rester sur cette phrase, donc, la parole raciste est libérée en France, comme pour Abdelatif Kechiche. Est-ce que pour vous, finalement, qui est une association antiraciste, c'est le signe d'un échec de la politique des associations antiracistes et de manière globale, ou au contraire, est-ce que vous dites c'est la preuve qu'on a besoin d'associations antiracistes comme les nôtres? De toute façon, que ce soit la preuve qu'il y ait besoin d'associations antiracistes, c'est un fait assez évident, dans la mesure où les combats contre le racisme, les combats contre l'antisémitisme sont des combats qui ont été souvent initiés par des associations qui ont alerté la société et les pouvoirs publics sur le danger qu'il y ait justement des tensions racistes qui soient manipulées au plus haut niveau de l'État. On se souvient par exemple que la LDH s'est créée pendant l'affaire Dreyfus, à l'occasion de l'affaire Dreyfus. On se souvient que la LICA, l'ancêtre de la LICRA, s'est formée dans les années 20, à la fin des années 20, pour contester ou pour, j'allais dire, alerter sur la vague d'antisémitisme qui balayait l'Europe à l'époque, que le MRAP s'est créé après-guerre aussi sur les leçons de ce qu'avaient pu être les conséquences d'une parole de stigmatisation raciste, d'extermination portée au plus haut niveau de l'État et par toute une partie des intellectuels et de la presse. Et SOS Racisme se crée dans une période de recrudescence de crimes racistes et de mise en doute de l'appartenance à la société française déjà à l'époque des enfants issus des immigrations maghrébines et d'Afrique subsaharienne. Et donc de ce point de vue-là, évidemment qu'il y a un besoin d'associations antiracistes, comme il y a besoin d'associations dans d'autres secteurs de la société pour titiller la société et les pouvoirs publics. Et le deuxième élément, je ne dirais pas qu'il s'agit là d'un échec des associations antiracistes. Il y a juste aujourd'hui une période finalement très particulière dans laquelle nous vivons, c'est que pendant longtemps, être antiraciste était quelque chose qui était moralement assez facile et confortable pour toute une partie des élites françaises. Parce que finalement, l'antiracisme se réduisait certes à un discours sur l'égalité, en disant nous voulons vivre ensemble, nous voulons que toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, soient traitées à égale dignité, mais singulièrement, lorsque vous prenez il y a 20 ou 30 ans, quel était le profil des immigrés et de leurs enfants? C'était le profil de personnes qui étaient beaucoup moins diplômées qu'aujourd'hui, qui étaient dans des situations, j'allais dire, d'infériorité beaucoup plus forte qu'aujourd'hui dans la société. Et donc la question de l'égalité, certes, elle était portée dans le discours, mais elle se posait pour 30 ou 40 ans plus tard. Et donc il est facile d'être antiraciste, surtout lorsqu'on appartient au monde des élites, lorsque cet antiracisme consiste à avoir quelque part une attitude de dame patronnesse, en disant
je vais aider le pauvre Mohamed ou la pauvre Fatoumata parce qu'elle est maltraitée dans la société. Mais aujourd'hui, et ça n'est pas neutre que les tensions apparaissent actuellement, aujourd'hui, l'antiracisme pose la question de l'égalité maintenant, tout de suite. Et évidemment, ça crée des tensions parce que autant proclamer ou professer l'égalité est une chose, autant faire en sorte que l'égalité soit effective et rentre dans les cercles intimes de chacune des personnes, de chacune des familles, alors là, ça crée d'autres types de tensions. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans cette phase, qui est une phase qui ne m'étonne pas, parce que finalement, les combats pour l'égalité, lorsqu'ils ont dû se transformer dans l'effectivité de la vie de la société, ont toujours été en France l'objet de frictions extrêmement fortes. Alors, le 19 septembre 2010, donc assez récemment, vous avez organisé un meeting-concert intitulé « Touche pas à ma nation ». Ce qui vous a notamment valu les critiques acerbes du journaliste de Libération Pierre Marcel. Je ne sais pas si vous les avez lus. Bon, je ne lis pas Pierre Marcel en règle générale, parce que de toute façon, Pierre Marcel a comme ligne de conduite de critiquer SOS Racisme, quoi que nous fassions. Donc c'est assez classique chez Pierre Marcel. Je vais le citer quand même, vous pourrez réagir à ses propos. Alors, il faut laisser la nation à sa place, c'est-à-dire à droite. Nation est un mot qui appartient à l'ennemi. Cette étymologie de nation, de naissance, induit dans la communauté d'un territoire, d'une langue, d'une histoire, une communauté d'intérêt particulier et partant opposée à tous et à tous les autres. Écoutez, vous savez, c'est une vision historique assez particulière de la part de Pierre Marcel. Alors, je ne sais pas s'il connaît mal son histoire, en tout cas, j'allais dire, son article n'est pas frappé du sceau de l'honnêteté intellectuelle, c'est le moins que l'on puisse dire, mais ça n'est pas, j'allais dire, quelque chose qui est rare chez ce journaliste. Je tiens à faire remarquer que la nation est un concept qui, au point de départ, est un concept de gauche, puisque la nation, c'est ce qui fait passer les sociétés d'une masse de sujets du roi à une assemblée de citoyens égaux les uns par rapport aux autres. Et la nation française se forge dans l'ébullition aussi de la Révolution française, en tant que nation fondée sur la politique. On est dans une nation extrêmement politique, et c'est cela que nous rappelions. Monsieur Marcel fait comme si, évidemment, il ne le voyait pas, mais encore une fois, il y a des gens qui sont des saint Thomas, à l'envers. Il y a des gens qui ne croient pas ce qu'ils voient, il y a des gens qui ne voient que ce qu'ils croient. Alors, il y a un nouveau magazine qui s'appelle Respect Mag. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Si oui, pas très nouveau maintenant, mais ça fait quelques années que ça dure quand même, Respect Mag. Moi, je le découvre. Et alors, ils ont lancé 2 pavés dans la mare récemment, en tout cas, que j'ai pu voir. Le premier, c'est qu'ils ont accusé les Inrecuptibles d'avoir une rédaction intégralement blanche. Est-ce que vous avez une réaction à ça ? Vous savez, on est dans une situation où, ce n'est pas le propre des Inrecuptibles si on regardait, les rédactions qui sont celles des différents journaux. On est quand même dans une situation où il y a une difficulté d'accès à toute une série de métiers pour des personnes qui seraient issues de l'immigration, même si elles ont les diplômes correspondants. La question du journalisme n'est pas une petite question en l'occurrence. D'ailleurs, ça fait encore, ça crée encore beaucoup d'émoi lorsque l'on nomme un présentateur noir au JT du 20h, qui pourtant est quelque chose qui dans la société est quelque chose d'une banalité insigne. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi M. Lelay met ainsi en scène le fait de mettre une personne de couleur noire au JT du 20h, puisqu'en fait tout le monde s'en fout dans la réalité, puisque bien évidemment cela n'a pas eu d'impact ni positif ni négatif. Les gens, à partir du moment où le journaliste est bon, il est bon. Bref, mais il est vrai qu'il y a des difficultés aujourd'hui d'accès à certains métiers de toute une série de populations, et qui renvoient plus généralement au fait qu'on est quand même dans une société en France qui est une société qui marche beaucoup sur le réseau, sur la cooptation, sur les transmissions familiales, et que de ce point de vue-là, ce sont des façons de faire qui bloquent beaucoup la fluidité sociale qui serait nécessaire à notre pays. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie quand même de ces médias ? On pourrait citer Le Monde aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie à faire des leçons d'antiracisme à longueur de temps et soi-même ne pas s'y appliquer ? Mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il est facile d'être antiraciste dans le discours, mais qu'il est beaucoup plus compliqué d'être antiraciste dans les faits, parce que, évidemment, être antiraciste, ça ne veut pas dire faire une logique de quota dans les rédactions des journaux. Ceci étant, il est quand même étrange que dans toute une série d'endroits, on ne trouve pas aujourd'hui de gens issus de l'immigration ou de gens de couleur, peu importe comment, on qualifie,
parce qu'on est quand même face aujourd'hui à des populations qui sont très diplômées, qui parlent parfaitement le français, puisque ce sont, j'allais dire, des francophones de naissance. Et donc évidemment que cela pose question, non seulement dans les médias, mais également au niveau, j'allais dire, de ce que peut être le personnel politique aujourd'hui, au niveau des directions d'entreprise, etc., etc. Donc ça montre bien que autant il est facile de professer l'antiracisme, autant il est beaucoup plus complexe de s'appliquer à soi-même ce type, j'allais dire, d'exigence en termes de comportement. Et je cite souvent le film Devine qui vient dîner, ce film de Stanley Kramer de 1967, où on a une personne qui est extrêmement antiraciste, un couple même très antiraciste, c'est Catherine Hepburn et Spencer Tracy qui jouent ce couple d'Américains très pour les droits civiques, pour lesquels Martin Luther King est une idole, quelqu'un d'extrêmement courageux, jusqu'à ce que leur fille les appelle en disant « je vais me marier », qui disent « ah bon mais c'est un peu rapide, oui mais ne vous en faites pas, c'est un médecin ». Il est sous-directeur de l'OMS, vous allez voir, je vous l'amène ce soir, etc. Et quand elle amène ce médecin en question, c'est Sidney Poitier, et là ça crée des tensions, parce qu'évidemment, comment dire, le côté libéral au sens américain qui était professé, se confronte au fait que ça rentre dans un cercle intime, et là c'est une autre paire de manches. Et le drame en France, c'est que on est dans une situation d'extrême hypocrisie sur ces sujets, où en fait en France, de toute façon, personne n'est raciste. Même quand un ministre se fait prendre la main dans le sac, il peut dire d'ailleurs assez tranquillement que évidemment il ne parlait pas des Arabes, et une sorte de comédie se met en place de façon constante, qui fait que de toute façon on ne peut jamais nommer réellement de façon incarnée le racisme ou les personnes qui portent le racisme, puisqu'on est dans l'occultation systématique. Or, je ferai remarquer à cet égard que le racisme, j'allais dire, tout le monde est structuré par la vision raciale du monde. On n'échappe pas, comme ça, à 3, 4 ou 5 siècles de vision racialisée de l'humanité. Mais tant que l'on n'en parle pas, évidemment, on ne peut pas discuter de ces questions réellement et sérieusement, et on ne peut pas travailler sur les substrats culturels qui font que, malgré tout, que ce soit vous, moi ou n'importe quelle personne, on est quand même le produit d'une société dans laquelle a été véhiculée, mais comme dans bien d'autres sociétés, a été véhiculée cette vision racialisée du monde. Alors, l'autre pavé dans la mare qu'a jeté Respect Mag, c'était lors d'un débat qu'ils ont organisé entre François Durper, vous connaissez peut-être? Oui, je connais très bien François, oui. Et Kémy Séba, que vous connaissez sûrement. Alors, moins honorablement. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce débat entre eux. Alors, je vais vous citer François Durper, parce que ça m'a moi-même frappé, disons. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit que, bon, le métissage est une idéologie raciste pour lui, parce qu'elle présuppose qu'il y a des races. Alors, voilà la citation exacte. À l'heure actuelle, ni en France ni aux États-Unis, la société n'a traqué les mentalités colonialistes, ni surtout interrogé les rapports de domination issus de la colonisation afin de les dépasser et d'aller vers un schéma post-racial. Elle fait plutôt la part belle à la mythologie des métissages, qui est aussi une idéologie raciste, puisqu'elle part du principe qu'il existe bel et bien des races. Est-ce que c'est pas fort de dire ça? Enfin, vous oui, non, mais je comprends très bien. Et Mag prône le métissage aussi. Non, mais je comprends très bien, comment dire, ce que veut dire François à travers cette analyse. Il est vrai que l'idéal est de basculer dans du post-racial, et donc de ne plus se poser la question de la couleur de peau des personnes, de leurs origines, etc. Bien évidemment. Mais il n'empêche que, comment dire, on ne peut pas inférer du terme métissage et de la revendication du métissage le fait que cela renverrait à j'allais dire, à du colonialisme. Je veux dire, à un moment donné, le colonialisme est quand même précisément fondé sur une séparation raciale stricte, même si les races n'existent pas bien évidemment, et sur des rapports de domination qui font que le seul métissage possible, c'est le métissage issu des viols, en l'occurrence. Donc, comment dire, on ne peut pas, j'allais dire, à chaque fois tout ramener et tout, j'allais dire, amalgamer, donc ça demanderait de la part de François un peu plus de nuances dans son propos, même si je comprends très bien ce qu'il veut dire à travers cela. Très bien. Alors, l'actualité, c'est aussi le décès de Georges Frêche. J'étais moi-même à Solferino hier pour demander aux responsables socialistes ce qu'ils en pensaient. Et alors, seul Malek Bouti, donc ancien président des SOS Racisme, a eu une parole, me semble-t-il, un peu de vérité, en disant mais ça sonne un peu creux, toutes ces félicitations, parce qu'avant, on l'a lynché, etc. Et même moi, si je ne condamne pas tout ce qu'il a dit, je pense que... Alors, qu'est-ce que...
qu'est-ce que vous pensez de Georges Frêche? Est-ce que ces obsèques sont aujourd'hui, donc je ne sais pas si on peut se prononcer trop non plus, mais au moins sur ses paroles, quand il dit par exemple que Mitterrand était d'extrême droite, moi la phrase qui m'a le plus choqué, parce qu'il y a un passé chez Mitterrand que tout le monde connaît, et là il y a un autre livre qui sort de Benjamin Stora sur ce qu'il aurait fait en Algérie, etc. Bon, la Francisque, bon. Est-ce que pour autant un responsable socialiste peut aujourd'hui dire que François Mitterrand était d'extrême droite ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on peut faire remarquer, c'est que si François Mitterrand a eu des incointances avec l'extrême droite dans sa jeunesse, il a fini à gauche, que Georges Frêche, manifestement, a pris le chemin inverse. Très bien. Alors, le 28 septembre 2010, la LICRA, justement, a pris position dans une déclaration orale lors de la 15e session du Conseil des droits de l'homme au Palais des Nations à Genève, sur la tendance à l'utilisation des termes islamophobie et de la diffamation des religions qui, selon la LICRA, constituent un piège sémantique et liberticide. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette position? Je suis totalement d'accord avec cette position, dans la mesure où le terme islamophobie est un terme redoutable, qui malheureusement s'est insinué dans tous les esprits et dans tous les cercles internationaux, à l'ONU notamment, et aujourd'hui même au niveau du gouvernement. Le problème du terme islamophobie, c'est que ce terme a été utilisé notamment par les mollahs iraniens pour dénoncer au point de départ les femmes qui refusaient de porter le voile avant que ce soit obligatoire en Iran, puisque dans les 2 premières années de la Révolution, le port du voile n'était pas obligatoire. Ce terme a ensuite été réactivé suite à l'affaire Salman Rushdie, puisque lorsque l'affaire Salman Rushdie a éclaté, le régime iranien et toute une série d'obédiences islamistes ont bien vu que la thématique du blasphème ne marchait pas. Il y avait un ressort qui était cassé par rapport à ça, et que ça créait trop de résistance, notamment en Occident, pour que ça puisse avoir le moindre impact que ce soit auprès des opinions publiques. Et à partir de là, ils se sont dit, on ne peut pas passer par le blasphème, donc nous allons passer par un semblant d'antiracisme, en réactivant à nouveau ce terme d'islamophobie, en disant finalement, ceux qui, comme Salman Rushdie, attaqueraient l'islam ou le Coran, ne sont pas des personnes qui blasphèment, ce sont des personnes racistes qui attaquent une communauté, une religion, etc. Mais là où il y a quelque chose qui est particulier, c'est que d'abord ce terme vient du camp islamiste, et qu'en général, il est quand même de bon ton de ne pas reprendre les termes de l'ennemi, en l'occurrence lorsque l'on est dans l'antiracisme, parce que les islamistes, évidemment, ne sont pas compatibles avec l'antiracisme en l'occurrence, parce que dans l'antiracisme, on n'appelle pas au meurtre des juifs et on n'égorge pas, les musulmans, comme à peu près la marque de fabrique des islamistes. Et le deuxième élément, c'est que, bien évidemment, le terme d'islamophobie a ceci d'ambigu, que lorsque l'on parle d'islamophobie, de quoi parle-t-on? Est-ce que l'on parle de la religion ou est-ce que l'on parle des musulmans? Donc nous sommes très clairs, nous sommes contre la haine anti-musulman, et lorsqu'il y a des actes contre les musulmans, eh bien, nous sommes les premiers à réagir, à déposer des plaintes s'il faut, en l'occurrence, lorsque des lieux de culte sont attaqués, lorsque des personnes sont prises pour cible parce qu'elles sont de telle ou telle religion, musulmane ou autre, nous réagissons. Mais lorsqu'il s'agit de critiquer les dogmes religieux, évidemment, il y a une totale liberté, parce que la base de la démocratie, c'est le droit, évidemment, de remettre en cause les dogmes, donc de blasphémer, parce que si on ne remet pas en cause les dogmes, il n'y a pas d'espace de discussion démocratique possible, puisqu'on est dans la confrontation des dogmes et dans le fait de vouloir imposer son dogme au voisin en le tenant pour sacré. Et donc, de ce point de vue-là, le terme islamophobie est extrêmement, problématique, et on voit que une fois maintenant que le terme d'islamophobie est rentré dans le langage, eh bien, on en est aujourd'hui, à l'enjeu initial, qui est l'interdiction du blasphème, à travers ce retour de la question de la diffamation de la religion, qui en fait revient très précisément à vouloir réinstaurer le délit de blasphème dans les ordres juridiques des différents États. Et ça, évidemment, ça n'est pas possible. Moi, j'étais témoin au procès des caricatures du côté de Charlie Hebdo pour dire à quel point le blasphème était quelque chose, bien évidemment, d'essentiel dans une vie démocratique. Et en tout cas, nous serons des combattants opiniâtres de ce type d'évolution qu'impulsent des forces obscurantistes dans les droits nationaux des pays européens ou dans d'autres pays, puisque c'est aussi une stratégie qui existe par ailleurs.
Alors, l'affaire de l'ophtalmologiste, du médecin ophtalmologiste, est-ce que SOS Racisme, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que SOS Racisme est toujours partie civile, ou est-ce que suite aux révélations, et notamment aux excuses de Rue 89 et d'autres médias, vous êtes retiré de cette affaire? Parce qu'apparemment, il semble que ce soit un faux témoignage. Non, ce n'est pas du faux témoignage de mon point de vue. Je veux dire, vous savez, lorsque l'on est confronté à un acte de racisme et à un acte de propos virulents qui ont été tenus à votre rencontre, soit c'est parole contre parole, soit il y a des témoins, mais des témoins qui parfois sont étrangement amnésiques. Je tiens quand même à faire remarquer que dans cette affaire, il n'y a même pas eu de confrontation entre la personne qui disait avoir été victime de propos racistes et le médecin en question qui est accusé d'avoir tenu ces propos racistes. Je trouve toujours étrange la rapidité avec laquelle la justice clôt des affaires de ce type. Ce n'est pas la première fois, en l'occurrence, que nous sommes confrontés à ce type de dynamique. Voilà, donc je trouve cela extrêmement étrange. Mais pour autant, est-ce que vous condamnez le fait que Rue 89 ait publié le nom du médecin? Parce qu'en l'occurrence, il y a la présomption d'innocence. Oui, enfin, vous savez comment dire, la question de la publication des noms dans les journaux ne renvoie pas spécifiquement à cette affaire. La question de la précaution des médias lorsqu'il s'agit de balancer ou pas des noms dans des affaires judiciaires, ça remplit les pages, j'allais dire, des journaux absolument quotidiennement. Donc là, ça n'a rien de spécifique à cette affaire d'Aix-Marseille, même si effectivement, comment dire, il est quand même de bon ton de ne pas citer les noms des personnes tant qu'une affaire est en cours. Il a quand même été, on peut dire, lynché médiatiquement. Il y a eu une certain conformisme même des médias à dire, à reprendre la version de Mohamed en l'occurrence. À reprendre la version, parce qu'au point de départ, il y a quand même des témoignages qui disent qu'effectivement, il y a des choses très graves qui se sont passées dans ce cabinet. Comment dire, et des gens qui ensuite disent non, finalement, il ne s'est rien passé. Enfin, il y a quand même des éléments extrêmement troublants dans cette affaire, de personnes qui s'avancent beaucoup et qui ensuite reculent en disant non, finalement, circulaire, il n'y a rien à voir. Ce qui aurait peut-être pu alerter d'ailleurs le procureur de la République. Donc vous, qu'est-ce qui va se passer en fait dans les semaines qui viennent? Écoutez, on va étudier ça, mais il est possible qu'il y ait une plainte avec caution de partie civile si on retrouve des éléments probants qui seraient des éléments de preuve dans cette affaire. Ou des témoins qui retrouveraient la mémoire. Alors, bon, une question sur la loi. On en parlait, vous poursuivez donc Éric Zemmour, je crois que vous poursuivez Guerlain également pour ses propos, donc sur les nègres. Est-ce que finalement vous ne craignez pas que toutes ces poursuites ne génèrent en fait une judiciarisation du débat et créent une autocensure finalement où on sait plus qu'il est possible de dire ou pas? Parce qu'à chaque fois il y a un débat, est-ce qu'on a le droit de dire ça ou pas? Finalement, est-ce que le débat c'est pas la meilleure réponse plutôt que le tribunal directement? Alors, si c'est ça, comment dire, la position, dans ce cas-là, il faut que les gens qui tiennent cette position soient cohérents et demandent l'abolition des lois antiracistes. Puisque la France est quand même une démocratie fondée sur le fait qu'il n'est pas possible, dans le débat public, dans la sphère publique, de tenir des propos racistes. Les gens pensent ce qu'ils veulent, mais il y a une interdiction qui est posée parce qu'on sait très bien que les mots de stigmatisation envers telle ou telle partie de la population peuvent avoir des conséquences dramatiques en termes de retour des discriminations, en termes de violence physique, en termes de mise à l'écart, etc., etc. Donc, fort heureusement qu'il y a dans ce pays des lois qui interdisent le fait que le racisme puisse être exprimé. Comme on dit souvent, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà. Et je veux dire, si les procédures se multiplient, entre guillemets, ces derniers temps, enfin encore que, mais on est... j'allais dire, on parle là de 3 ou 4 procédures, hein. Si elles se multiplient, entre guillemets, c'est aussi parce que, pour revenir sur ce que disait Abdelatif Kechiche, il y a depuis quelques années une libération de la parole raciste, avec le retour de propos tenus devant des auditoires de plusieurs millions de personnes, qui sont des propos que nous qualifions, nous, de racistes ou de diffamants sur l'aspect de l'appartenance ethnique ou raciale supposée, en l'occurrence, que ce sont des catégories qui n'existent pas pour nous. Voilà, donc nous faisons notre travail. Lorsqu'il y a une recrudescence de la parole raciste, il est normal qu'il y ait une recrudescence des actions judiciaires pour faire condamner ces propos racistes qui n'ont pas leur place dans le débat public. Et alors, enquête et débat, on est très attaché à la liberté d'expression, donc est-ce que pour vous, il n'y a pas quand même certains effets pervers qu'on peut voir dans la lutte antiraciste qui est juste, mais en termes de liberté d'expression, est-ce que ça fait progresser de la liberté d'expression ou au contraire, ça la restreint par un peu trop?
parfois. Mais je vois pas très bien où sont les effets pervers, parce que, j'allais dire, Éric Zemmour, qui toutes les semaines tient des propos de stigmatisation envers les femmes, les homosexuels et les immigrés, serait poursuivi par SOS Racisme. Je veux dire, la liberté d'expression n'est quand même pas trop atteinte, parce que M. Zemmour, va devoir s'expliquer devant un tribunal. Je pense que notamment lorsqu'on est journaliste, on doit régulièrement répondre de convocation aux tribunaux, devant les tribunaux, pour des écrits ou pour des propos, mais je remarque que bien évidemment ce qui fait le plus hurler ces journalistes, c'est lorsqu'ils sont, attaqués sur la question du racisme ou de l'antisémitisme. Bon, mais peut-être que c'est parce que nous touchons juste sur quelque chose qu'ils veulent masquer dans leur être le plus profond. Très bien. Alors, l'expression racisme anti-blanc. Je sais qu'on s'était vu sur une manifestation et je vous avais posé la question, mais j'ai retrouvé en fait un extrait d'une émission Campus qui date du 14 mars 2002. Donc j'ai pris la citation et elle a été dite par Vincent Cespedes, qui n'est pas connu pour être un infâme raciste. Alors voilà ce qu'il disait. Il avait à l'époque 28 ans et en plus il était face à Alain Finkielkraut. Donc il parlait de racisme anti-blanc. Même s'il arrivait à une conclusion différente de celle d'Alain Finkielkraut, puisqu'il disait qu'il fallait plus enseigner l'histoire coloniale française pour faire baisser ce racisme. Et alors Alain Finkielkraut a répondu ceci: la tâche qui s'impose aujourd'hui, c'est de réaffirmer l'existence d'un certain nombre de principes et de limites. Vous avez dit il se développe un racisme anti-blanc, je ne suis pas sûr de reprendre cette expression à mon compte, mais elle est intéressante. Donc c'est-à-dire 3 ans avant sa pétition sur le racisme anti-blanc. Et en 2005, donc, c'était l'inverse. C'est Vincent Cespedes qui, entre autres, qui reprochait à Finkielkraut d'utiliser cette expression. Comment vous expliquez ce changement en 3 ans sur une expression a priori banale, mais qui a été fortement connotée? Mais ce n'est pas une expression banale, dans la mesure où ça dépend ce qu'elle véhicule. Notamment, la thématique du racisme anti-blanc est une thématique qui a été, au point de départ, portée par le Front National. Et on voit bien que cette explication, cette thématique du racisme anti-blanc, vise à dire, en réalité, les vraies victimes du racisme, ce ne sont pas les Noirs et les Arabes qui, dans ce pays, touchent les allocations familiales, cassent nos voitures et crachent sur la France. Ce sont les Blancs qui ont eu la bonté de les accueillir et qui aujourd'hui sont victimes de leur bonté. Voilà ce qui se cache aussi parfois derrière la thématique du racisme anti-blanc. Donc déjà, entre les termes et ce qu'ils véhiculent, il faut aussi regarder de quoi il s'agit. Le deuxième élément, c'est que lorsque l'on parle de racisme anti-blanc, moi je ne suis pas dans une logique d'équivalence. Ce n'est pas la même chose d'être blanc en France que d'être noir ou arabe. Voilà, que les choses soient claires. Voilà, il n'y a pas, en France, de système de stigmatisation porté au plus haut niveau de l'État ou porté dans les entreprises en matière de pratiques discriminatoires envers les blancs. Ça n'est pas vrai. Donc il peut évidemment y avoir des gens qui sont racistes anti-blancs, à part que ces personnes sont des personnes qui, au demeurant, sont de fait des personnes qui n'ont pas les leviers du pouvoir entre les mains. Donc les effets ne sont absolument pas les mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre des personnes qui sont racistes envers les Blancs. Et d'ailleurs, à SOS Racisme, lorsque des personnes, parce qu'elles sont noires ou arabes, se permettent d'avoir des propos antisémites ou des propos racistes, nous sommes les premiers, à faire en sorte de les condamner. Nous sommes la première association à avoir fait condamner Dieudonné pour ses propos antisémites notamment. Donc, on n'a pas de problème. Oui, Rouria Boutelja et c'est cette expression de sous-chien qu'elle utilise à foison. Donc évidemment qu'il y a des personnes qui sont racistes, puisque de toute façon, je ne vois pas très bien en quoi le racisme aurait des frontières d'origine ou de couleur de peau. Donc le racisme, ça marche dans tous les sens, en l'occurrence. Mais encore une fois, moi je refuse de faire en sorte de poser des équivalences qui n'en sont pas, parce qu'on n'est quand même pas, dans des situations identiques selon qu'on est de telle ou telle origine en France, même si il est vrai que dans certains territoires extrêmement ghettoisés, l'identité qui va se construire est une identité qui peut être très douloureuse pour des personnes qui se vivent comme blanches ou qui sont envoyées, à une sorte de blanchitude et qui se trouvent dans des situations de minorité alors même que la situation de ghettoisation fait que la majorité de la population ou ceux qui vont être leaders en matière de marqueurs identitaires sur ce territoire vont être dans des logiques de repli, dans des logiques d'affirmation qui ne laissent pas d'espace de fait à un espace de dialogue, à un espace commun dans lequel chacun pourrait venir sans brandir son identité particulière pour pouvoir exister.
On peut donner un exemple. Bon, on cite souvent les rappeurs, mais là on a parlé beaucoup de Section d'Assaut. Bon. Il se trouve que dans leur chanson Désolé, ils parlent de la France, ce pays de Koufar. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ou pas? Non, enfin, vous savez, sur la question des, des rappeurs, il y a plusieurs choses à distinguer. L'art, la musique est aussi un moyen de faire passer toute une série de ressentiments. Et d'ailleurs, il y a très peu, que ce soit dans un sens ou dans un autre, il y a quand même très peu de procès qui sont faits en direction des artistes. Parce qu'il faut quand même bien prendre le contexte de l'œuvre culturelle. On peut être choqué, on peut être gêné, mais bon, très honnêtement, et d'ailleurs, si on prend l'exemple de Dieudonné, je veux dire, ça n'est pas ses sketchs qui en soi posent problème. Enfin, il pose problème d'un certain point de vue, puisque ce qu'il dit dedans, on voit bien qu'elle est, j'allais dire, au regard de ce qu'il dit par ailleurs, qu'elle est, j'allais dire, l'inspiration de certaines blagues, et on ne les entend pas de la même façon lorsqu'on connaît le personnage par ailleurs. Mais Dieudonné, par exemple, il est attaqué sur des déclarations qu'il fait dans les journaux, sur des sorties, sur des conférences de presse, etc. Section non pas sur aussi, Section d'Assaut également, par rapport à des propos qui ont été tenus, j'allais dire, dans un magazine. Donc faire extrêmement attention sur la question des propos qui sont pris dans une œuvre artistique, mais par contre, évidemment, à partir du moment où les personnes sortent de cet aspect artistique et tiennent des propos de nature homophobe, comme l'a fait Section d'Assaut, alors là, il n'y a pas d'excuse, puisque là, on n'est plus dans le domaine de l'artistique, on est dans le domaine, j'allais dire, d'une parole qui est posée en dehors d'une œuvre culturelle, et dans ce cas-là, bien évidemment, il faut réagir de façon extrêmement verte. Ce qui a été fait d'ailleurs. Ce qui a été fait. Alors, une des dernières questions, ce sera sur les subventions. Parce que, en lisant un peu le web, ça revient souvent comme critique contre les associations antiracistes. Pourquoi est-ce que ces associations touchent autant de subventions finalement? Alors je vous cite, parce que le journal officiel a publié vos comptes récemment, donc SOS Racisme a reçu 579 000 € de subventions publiques en 2009, c'est vous confirmez? Oui. Et les adhésions quant à elles étaient de 18 669 €. Alors, je dirais, si l'antiracisme reçoit un soutien populaire important, et c'est le cas, pourquoi si peu d'adhésions et pourquoi autant de subventions? D'abord, deux éléments. D'abord parce que les adhésions sont gardées par les comités locaux de SOS Racisme. Donc ils ne figurent pas dans les... Donc ils ne figurent pas, puisque chaque comité de SOS Racisme est une entité juridique indépendante. Et évidemment, on regarde des faibles ressources des comités locaux. Ils gardent l'argent des adhésions, puisque l'essentiel des adhésions passe par les comités locaux. Et donc là, on est simplement sur la part des adhésions qui passent directement par le national via des prélèvements automatiques. Donc évidemment, ça fait une toute petite part des adhésions. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de subventions. Et je ne vois pas très bien en quoi il serait illégitime que l'antiracisme soit subventionné, à moins qu'on estime que la question de l'antiracisme, n'a strictement aucun rapport à voir avec ce qu'est la République et ce qu'est l'État. Il est normal, effectivement, que lorsque l'on se fixe des règles qui sont les règles d'égalité, de fraternité, de liberté et des règles de vivre ensemble, eh bien que l'État agisse dans ce domaine. Et l'État agit à travers ce qu'il peut faire via l'éducation, via telle ou telle, campagne de communication, et agit aussi via des associations qui, contrairement à ce qu'on dit, sont extrêmement sous-subventionnées. Parce que là, on parle de 500 et quelques mille euros. C'est-à-dire SOS Racisme a un budget national de 1 million d'euros. Quand même se rendre compte de ce que c'est un budget de 1 million d'euros. Un budget de 1 million d'euros, c'est le budget d'une MJC. C'est ça, 1 million d'euros. Parce que quand même remettre les choses à leur place. Donc SOS Racisme, association qui a 25 ans d'existence, dont tout le monde pense qu'il y a de l'argent qui coule à flot, dans cette association, est une association qui a le budget d'une MJC. Je trouve qu'on est un très bon rapport qualité-prix au regard du bruit que l'on fait sur ces questions de racisme et d'antisémitisme, et que l'État, fait un très bon investissement en matière de promotion des valeurs de l'antiracisme, parce que je pense que si l'État devait faire notre travail, ça coûterait un tout petit peu plus cher. Très bien. Alors, dernière question, parce que je crois que vous avez d'autres obligations. Est-ce que, donc votre but c'est évidemment de baisser le racisme, est-ce que pour baisser le racisme, il ne faudrait pas baisser l'immigration? Est-ce que vous pensez que pour baisser l'antisémitisme, il faut expulser les juifs de France? Ça. Mais si, je veux dire, à un moment donné, ceux qui expliquent, après il faut être cohérent dans ces explications. Soit on dit
que le racisme est l'effet qu'il y ait trop de noirs ou d'arabes dans ce pays et qu'à un moment donné ça joue un rôle de provocation. Mais dans ce cas-là, on va dire, écoutez, il y a des problèmes avec les Asiatiques, on va renvoyer les Asiatiques, qui viennent de Chine dans le Wenzhou, comme ça il y aura moins de problèmes avec les Asiatiques. C'est ça l'état d'une société, c'est se dire, puisqu'il y a des problèmes, les gens qui posent problème, et qui sont responsables quelque part des tensions racistes, on va les expulser chez elles. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même renverser la donne. Le problème, ce n'est pas les Noirs et les Arabes. Le problème, c'est ceux qui sont racistes envers les Noirs et les Arabes. Le problème, ce n'est pas les Juifs, c'est les antisémites. Le problème, ce n'est pas les Chinois ou les gens d'origine asiatique, ce sont ceux qui sont racistes envers ces populations. Donc je pense qu'il faut être dans le renversement, constant des choses, où quelque part, ceux qui seraient responsables du racisme, seraient ceux qui normalement doivent être plutôt désignés comme celles qui en souffrent et qui en sont victimes. Donc non, ce n'est pas une question de baisser l'immigration, de lutter contre le racisme, l'antisémitisme ou toutes les formes de haine, c'est de faire en sorte qu'il y ait une évolution des mentalités et que la société, réaffirme régulièrement ce qu'elle est, ce que sont ses valeurs, qui sont des valeurs de vivre ensemble. Sinon, très honnêtement, on pourrait aller très loin avec ce type de raisonnement, parce que imaginez, appliquez-le aux femmes, aux homosexuels, aux handicapés, etc. Dans quelle extrémité cela nous pousserait? Alors, peut-être j'ai mal exprimé ma question, on en terminera là, mais l'idée c'est plutôt de dire, est-ce que le rythme de l'immigration, parce que les immigrés sont souvent les premiers à s'en plaindre, des nouveaux arrivants, si on prend une commune comme Montfermeil par exemple, il y a 40% d'étrangers. Est-ce que c'est un rythme qui n'est pas trop élevé pour que les immigrés arrivés avant puissent s'intégrer et le temps de s'intégrer? Parce que est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait un temps d'intégration? Attendez, d'abord, comment se fait-il qu'il y ait 40% d'étrangers à Montfermeil? On n'est pas dans une logique de ghettoisation, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a trop d'immigrés à Montfermeil, ou qu'il y ait toute une série de communes qui refusent de recevoir sur leur territoire des pauvres et des immigrés, et qui ont fait en sorte, par exemple, il y a quelques années, de mettre à bas la loi SRU, qui a imposé 20% de logements sociaux sur l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants. Voilà où est le problème. Quand il y a des logiques de concentration sur des territoires, ça ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas de n'importe où. Ça veut dire que si c'est concentré là, c'est-à-dire que c'est très peu concentré ailleurs. Donc voilà quel est le problème qui est posé, c'est les logiques de ghettoisation, et certainement pas le fait qu'il y aurait trop d'immigrés en France, etc. Et par ailleurs, ce que je remarque, c'est également le fait que l'on nous sort depuis des années et des années, depuis quelques années d'ailleurs, cette question de l'échec de l'intégration en France. Mais quel échec de l'intégration en France? Pourquoi les immigrés qui arrivent ne s'intègrent pas dans ce pays? Leurs enfants ne seraient pas intégrés alors qu'ils sont nés sur le territoire français? Moi je veux dire une chose, sur ce type de discours, derrière ça, il y a le fait que de toute façon, il y a des gens qui ne seront jamais pleinement citoyens dans ce pays, et à qui d'ailleurs, même s'ils sont nés en France, on va leur expliquer qu'ils doivent s'intégrer. Moi je suis né à Valenciennes, donc moi je suis un ch'ti. Moi je n'ai aucune preuve d'intégration à donner, rien. Voilà. Et je n'ai aucun effort à faire en matière d'intégration. Un tout petit peu, mais je l'ai un peu perdu. Je n'ai aucune preuve d'intégration à faire. Parce que soit on demande une preuve d'intégration à tout le monde, soit on la demande à personne. Voilà. Et je propose qu'on la demande à personne en l'occurrence. Et voilà le contexte dans lequel on est, et ce feu roulant de discours sur l'échec de l'intégration que Nicolas Sarkozy a encore répété dans le discours de Grenoble, qui est d'ailleurs une des phrases les plus violentes. 50 ans d'immigration incontrôlée ont donné un échec de l'intégration. Mais c'est une insulte qui est faite non seulement aux immigrés, qui pour beaucoup se sont totalement intégrés à la société française au point d'y rester, de ne pas repartir chez eux, une fois la retraite arrivée, pour toutes les immigrations de travail, et leurs enfants, qui seraient une sorte, d'excroissance de la société française, qui ne seraient pas intégrés aujourd'hui alors qu'ils sont des Français sur le territoire français. Parce qu'il faut se méfier de ce type de discours, parce qu'à partir du moment où on est dans cette logique, mais on dit ça pour la 2e ou la 3e génération, même si on en est à la 5e pour beaucoup, mais on pourra le dire à la 12e et à la 37e génération. Donc on est en train, de créer des filiations de non-intégrés prétendument, à ce pays, et là on bascule d'une nation politique que j'évoquais aux grandes dames de Pierre Marcel, à une nation, fondée sur une vision quand même passablement ethnicisée, où il y aurait des gens de toute façon pour lesquels ne se poseraient pas les questions d'intégration, et des gens qui auraient à vie, génération après génération, à faire des preuves de leur intégration dans la société française. Derrière cela, je vois quand même un discours passablement raciste, je dois le dire, un discours qui par ailleurs tente à éviter la question de la répartition des logements sociaux, des richesses, des infrastructures sur le territoire,
et la question des ghettoisations qui gangrènent aujourd'hui toute une série de zones urbaines dans notre pays. Et donc, pour finir, je dirais que le problème, ce ne sont pas les Noirs, les Arabes, les Juifs, etc. Le problème, c'est les racistes et les antisémites. Merci beaucoup, Dominique. Merci.